Nous sommes en 2122. À bord d'un train roulant à une vitesse de 5800 km/h, des passagers rentrent chez eux, à Paris, après une journée de travail bien remplie à New York. Ce voyage, à travers l'océan Atlantique, ne leur prend qu'une heure. Et certains ont même déjà dîné avant de partir. Science-fiction ou réalité? Les océans ont toujours formé une barrière entre les humains. Au cours de l'histoire, nous avons appris à surpasser ces frontières. D'abord par bateau, puis par avion. Est-il possible de réaliser un tel voyage en train? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Mystère et Science. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mystère et Science. Je suis Laurent Jonf pour vous servir. Aujourd'hui, nous ressortons des tréfonds de l'oubli un projet démiurge, le tunnel transatlantique. En effet, en 1993, suite à la construction du tunnel, il était tout naturel pour l'esprit humain d'envisager encore plus grand, d'où le projet de construction du tunnel transatlantique. On l'a vu tout au long de l'histoire, l'homme a toujours cherché à se surpasser en matière d'architecture, avec des projets comme la création d'Internet, la Station spatiale internationale, ou encore de nos jours, où la technologie semble avoir atteint un plafond, on rêve de colonisation de Mars, d'ascenseurs vers l'espace, ou encore de tunnels transatlantiques. Tout au long de notre périple, nous allons rencontrer plusieurs spécialistes, ingénieurs, sociologues, qui nous en diront plus sur ce tunnel. Et peut-être, à la fin, aurons-nous la réponse à la question que nous nous posons tous en ce moment: peut-on construire un tunnel transatlantique ? Notre voyage commence avec la rencontre de Xavier Lesage, qui va nous en dire plus sur le trajet. Car oui, avant d'avoir un tunnel, il faut connaître la route que ce dernier va suivre. C'est pour cela que nous nous rendons à l'Institut CBTP de Rennes. Bonjour Xavier, vous êtes cartographe au laboratoire CBTP de Rennes et vous avez travaillé en 2003 avec la chaîne Discovery sur le projet de la mégastructure transatlantique. Qu'est-ce que vous pouvez donc nous dire sur le tunnel ou même sur le trajet qu'il emprunterait? Nous avons étudié les deux trajets qui nous semblaient les plus réalisables. Le premier mesurait 6000 km et passerait par Terre-Neuve, dans la calotte du Groenland, pour rejoindre l'Europe via l'Écosse. Ce serait donc un trajet qui combinerait voyage par la terre et la mer. À première vue, ce trajet paraît peu onéreux par rapport à un trajet totalement subaquatique. En revanche, ce projet est un véritable défi de construction, jugé irréalisable par la plupart des ingénieurs. En effet, les conditions climatiques du Grand Nord donnent du fil à retordre à la construction à cause des grands vents glaciaux, la neige, les glaciers et les basses températures. L'acheminement des matériaux prendrait un temps démesuré à cause de l'inaccessibilité du terrain. De plus, un train à grande vitesse a besoin de stabilité. Ce trajet a donc été rapidement abandonné. Et donc quelles alternatives ont été envisagées? Le deuxième trajet, et le plus probable, est la ligne directe entre Londres et New York City. Cette route est également la plus rapide, car plus courte, pour une même vitesse. Mais elle est plus chère et pose des problèmes techniques incommensurables. Merci beaucoup Xavier pour votre temps. Nous allons donc continuer notre enquête avec cette perspective d'un trajet direct entre Londres et New York. Depuis la guerre d'indépendance des États-Unis entre 1775 et 1783, la France est un des meilleurs alliés politiques de ce pays. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a soutenu la lutte des indépendantistes américains pour la création d'une république. Cette confiance de l'un envers l'autre a parfois eu des hauts et des bas, mais s'est tout de même propagée au fil des siècles. Et ce, notamment grâce aux nombreuses politiques diplomatiques mises en place afin de conserver cette relation. D'ailleurs, si cette relation persiste, c'est aussi parce qu'un fort intérêt est porté à l'égard de l'autre. À l'heure actuelle, les États-Unis sont qualifiés de superpuissance. En effet, ce sont la première économie mondiale, ils possèdent de nombreuses ressources naturelles, ce sont les plus grands exportateurs de biens culturels dans le monde et sont à la pointe des technologies de demain. Il existe aussi de nombreux avantages à aller vivre là-bas,
que ce soit la faible imposition ou les infrastructures très développées. Tout cela en fait donc le pays avec l'économie la plus compétitive du monde, ainsi qu'un IDE qui est l'investissement direct à l'étranger de 150 milliards d'euros. Un tunnel transatlantique serait donc une porte directe sur la culture et l'interactivité de nos deux pays, sans oublier que la France est le pays le plus visité du monde et les États-Unis le troisième. Il permettrait donc de supprimer la difficulté des échanges due aux 6000 km d'océan nous séparant. Ce tunnel serait donc en clair une opportunité unique de mieux nous comprendre et de mieux nous connaître, et pourrait, tout comme la Statue de la Liberté, marquer le signe d'une amitié sincère entre nos deux nations. Nous avons maintenant la route la plus envisageable pour le tunnel. Il est désormais temps de s'attaquer au véritable problème, la construction et les moyens employés. Est-ce que l'homme est capable de construire avec les moyens actuels un tel monstre d'architecture? C'est la question à laquelle va tenter de répondre Archie Pollard, ancien ingénieur-chercheur et actuellement professeur en architecture et physique des fluides à l'université d'Oxford. Nous nous retrouvons à l'université d'Oxford, réputée dans le monde entier comme étant une des meilleures écoles. Et c'est ici que nous allons rencontrer Archie Pollard, qui travaille ici en tant que professeur-chercheur. Hello Archie. Hello. Nice to meet you. 3 plans had been imagined. Firstly, we have considered an underground tunnel, like the Channel. We will dig from both sides and then meet up in the middle of the ocean. We will use tunnel boring machines, or TBMs, which were used during the channel's construction. But even a blind person would see that it is totally impossible to dig such a thing. The 31 miles long channel's digging lasted 3 years. So for a 3,100 miles long transatlantic tunnel, it would last more than 3 centuries. Moreover, the pressure at 5-mile depths is 800 times greater than the surface. In fact, the pressure at the surface is 1 bar. Each time you go down 33 feet, the pressure increases by 14.5 pounds per surface inch, and so 1 bar. But it gets worse. In fact, the Mid-Atlantic Ridge is a volcanic undersea mountain range, and it is directly in the tunnel path. In this area, we measure 5 earthquakes every day. Drilling in such a seismic zone would be deadly. So we considered another method, a tunnel lying on the ocean floor. For example, a bridge has already been built in China, which links Macau, Hong Kong and Zhuhai. This bridge comports an undersea tunnel portion to allow boats to pass through. To build such a tunnel, the method used is to transport the tunnel sections to the location, and then to link them, once under the water. But we can compare the transatlantic tunnel to this Chinese tunnel. In fact, the depth and the pressure aren't comparable. For the tunnel in China, it is only several hundred meters deep, and for the transatlantic tunnel, 5 miles. With such pressure, the tunnel would just be crushed to dust. Thank you for these explanations. Si nous nous arrêtons à ces simples perspectives, on pourrait croire que le projet est vraiment irréalisable. Mais laissons tout de même la parole à Nathan Briggs. C'est un auteur de science-fiction et également le collègue de Archie, et il va nous présenter une théorie qui pourrait peut-être s'avérer être la solution à nos problèmes. Hello, what do you recommend? It is a really strange theory never tested before. To solve all of this problem, we have imagined a midwater tunnel floating at 100 feet depth thanks to ballast tanks of air attached to it with the right balance to have the right buoyancy. This technique is already in use in submarines. To secure the project, tethers will anchor it to the ocean floor. This system of anchors is already in use too in oil rigs to maintain them in place. To fix the cables on the bottom, we would add anchors and create a vacuum to suck it into the ocean floor. This anchor system is useful also because it can be removed easily to change the disposition of the system. This method serves to fight against the surface currents from dragging away the tunnel. This method always to reduce the pressure around the structure and facilitate the construction.
When me and my colleagues presented this solution to the project manager, he firstly laughed at it. But once we have talked with the engineer, he changed his mind and began to consider it. Thank you so much for your knowledge. Il est maintenant temps de s'intéresser à la construction de cette méga structure. Ou plutôt, comment serait-elle envisagée? Nous nous rendons au chantier naval de Scheldt, à Vlissingen, aux Pays-Bas, avec Sidney Fraken, qui va nous présenter la construction de ce type de structure. The construction of such a tunnel is a tremendous project. We begin with pouring concrete with a metal armature to form different tunnel sections. We will need to construct 54,000 sections, 300 feet long each. 30,000 tons of steel and concrete are necessary to build one section. So the total amount of concrete and steel is about 1.6 billion tons. It would require that 225 factories work continuously during 20 years. The sections would then be covered at both ends with watertight steel bulkheads. It facilitates the transport because it floats. They are carried by special ships called immersion pontoon to their final location thanks to a GPS. There, they are partially flooded and drawn down to 100 feet depth. And then they are linked together with rubber seals. Once the sections are in place, the bulkheads are removed. This method is used to build tunnels lying on the seafloor, but we are sure that it can be adapted to this mid-water tunnel. Thank you, Sidney, for your help. Here it is, our transatlantic tunnel. Après tout ce que nous avons vu, nous pourrions nous demander, mais pourquoi ce tunnel n'est-il pas déjà construit malgré toutes les solutions qui ont été trouvées? Pour répondre à cette question, il faut nous poser une question simple à première vue, mais très complexe. Un tel tunnel pourrait-il résister aux multiples contraintes qu'il subirait dans l'océan? Pour cela, nous avons fait intervenir Francis Levasseur, ingénieur en matériaux et construction. Bonjour Francis, pourriez-vous, vous, tenter de répondre à cette question? Bonjour Laurent. Pour mener cette étude, il faut nous intéresser à deux aspects du projet. La résistance du tunnel et les contraintes auxquelles il va être soumis, c'est-à-dire les forces s'exerçant sur lui. Le tunnel est construit en béton armé. Ce béton est obtenu en mélangeant des granulats, qui peuvent être du sable ou du gravier, avec un liant qui peut être du ciment, du bitume ou de l'argile. On y ajoute généralement des adjuvants pour modifier les propriétés physiques et chimiques du mélange. Exemple, le béton étanche. En y mêlant de l'eau, on obtient une pâte que l'on peut donc couler pour obtenir une forme. Le béton se solidifie donc petit à petit. On considère que le béton acquiert sa résistance maximale au bout de 28 jours de séchage. Le béton de ciment est actuellement le plus répandu puisqu'il compose 2/3 des habitations dans le monde. Ce béton de ciment peut être associé à de l'acier pour renforcer la solidité de sa structure. Pour simplifier notre problème, on doit nous intéresser à la contrainte. Une contrainte, qu'est-ce que c'est? Si l'on a une surface et que l'on applique une force dessus, cette force n'est pas juste appliquée en un point du solide, elle est appliquée en tous les points du solide. Et si la surface est petit s et la force grand F, on appelle contrainte sigma, qui est définie par F sur S. Ici, elle peut être une compression ou bien une traction. Parce qu'ici, on appuie des deux côtés, et ici, on étire des deux côtés, on étire le matériau. Dans le cadre du tunnel transatlantique, on va s'intéresser à une donnée du matériau qui est sa limite d'élasticité. La limite d'élasticité, qu'est-ce que c'est? C'est la contrainte maximale qu'on peut appliquer à un matériau, justement, par exemple ici à une poutre, pour qu'elle ne se déforme pas de façon irréversible, pour qu'elle ne se détériore pas. Par exemple, si l'on considère l'essai suivant, on prend par exemple une poutre de ce matériau que l'on va fixer sur ce côté par exemple, et on relève justement sa longueur initiale, on va appeler L0, et puis après on va lui appliquer une contrainte, par exemple ici de traction. Et justement, sous l'effet de cette contrainte, la poutre va se déformer, elle va s'allonger. Là, elle sera un tout petit peu plus longue,
Donc elle fera toujours L0, et plus ce qu'on va appeler delta L, variation de la longueur, sous l'effet de la contrainte. Et souvent on représente la contrainte en fonction de justement cet allongement, qu'on appelle élongation, et que l'on calcule par delta L divisé par longueur initiale. Donc pour se donner une idée du comportement du matériau, on dresse souvent le graphe de la contrainte par rapport à l'élongation. Ici en ordonnée, on a la contrainte qui est égale à la force appliquée sur la surface, et ici l'élongation qui est égale à la variation de la longueur divisée par la longueur initiale. Et toujours le graphe aura cette allure. Ici on aura une partie linéaire qui est le domaine élastique, mais juste après le matériau commencera à se rompre. Ici il résiste, et ici il commence à rompre, et ici il a rompu. Donc ici c'est le domaine élastique, et ici c'est le domaine plastique, qu'on appelle plastique. Donc lorsqu'on applique une contrainte au matériau qui est inférieur à ce seuil, le matériau il va s'allonger, mais il va revenir à sa position initiale. Par exemple ici, si on applique par exemple si ici c'est 400 pascal, le matériau il va s'allonger, mais il va revenir à sa position initiale. Mais justement, si par exemple on applique une force qui est ici de par exemple 800 pascal, le matériau sera déformé et ce sera irréversible. On appelle ce seuil résistance élastique qu'on note couramment RE. Et justement, c'est la contrainte maximale que l'objet peut subir sans se déformer de façon irréversible. La limite d'élasticité du béton avec 400 kg par mètre cube de ciment est de 5 mégapascales, ce qui est relativement faible. Pour cela, on utilise des armatures en acier avec une limite d'élasticité de 500 mégapascales. Cela permet de retarder l'apparition des fissures. En effet, la résistance à la traction du béton est d'environ 3 mégapascales, au lieu de 35 pour la compression. C'est pour corriger cette faiblesse que le béton armé est utilisé. Il reste à voir la principale contrainte qui concernerait un tunnel transatlantique, qui est la flexion. Mais la flexion est en réalité une addition entre compression et traction. Compression sur la zone avant, sur la zone supérieure de la poutre, et traction sur la zone inférieure, dans cette zone plus précisément. Le béton résiste très bien à la compression, mais très mal à la traction. Donc il résiste aussi très mal à la contrainte de flexion. Pour savoir si le tunnel peut être mis en application, il faut mesurer les contraintes qu'il va subir. On simplifie donc le problème en supposant que le tunnel subira une flexion constante à cause des courants. Il faut donc que la contrainte soit inférieure à la limite élastique du tunnel. Pour calculer la contrainte d'une flexion, on utilise cette formule. Sigma, donc la contrainte, est égale au moment fléchissant, MF, sur le moment quadratique, I, fois Y, l'ordonnée. Il est important ici de comprendre les deux notions de moment fléchissant et de moment quadratique. Pour comprendre le moment fléchissant, il faut d'abord savoir ce qu'est un moment. Le moment est la capacité d'une force à faire tourner un objet. Elle dépend donc de la distance entre la force et le point de rotation et de la force. Ce qu'on appelle moment fléchissant, c'est le moment qui va permettre à toutes les sections de la poutre de tourner, d'avoir une rotation pour permettre à la poutre de fléchir. D'ailleurs, si l'on veut simplifier, on peut regarder que la force qu'on applique, surtout la force à gauche de la section, va générer le moment qu'on appelle moment fléchissant, ce qui va générer la rotation de ou des sections. La deuxième notion à comprendre est celle du moment quadratique qu'on écrit grand I. Le moment quadratique, c'est une constante qui est propre à la section de chaque solide. Par exemple, dans le cas de notre tunnel transatlantique, on peut simplifier celui-ci par une section annulaire, c'est-à-dire un grand cercle dans un petit cercle. Puis le moment quadratique, on utilise cette formule-là. Pi sur 64 fois la différence des puissances 4 des deux diamètres. Y est l'ordonnée du point que l'on étudie. Par exemple, si notre point de repère est celui-là, Y vaudra cette longueur. Notre formule peut également se vérifier grâce à de l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire de l'analyse d'unité. En effet, le moment fléchissant s'exprime en newton fois des mètres, le tout divisé par le moment quadratique
comme on le voit ici, des mètres à la puissance 4, multiplié par leurs données qui, elles, s'expriment en mètres. Par simplification, on obtient des newtons sur des mètres cubes, toujours multipliés par des mètres, que l'on peut également simplifier, et on se retrouve bien avec des newtons par mètre carré. L'expression de la contrainte. Après ce qu'on vient de voir, il suffirait de dire que le tunnel devrait être fait en béton armé, avec une limite d'élasticité supérieure aux contraintes. Mais malgré toutes ces formules mathématiques, les scientifiques sont pour la plupart d'accord pour se dire que ce projet est risqué, voire impossible, car ces formules que nous venons de voir justement ne s'appliquent qu'imparfaitement à ce projet. Il y a beaucoup de variables que nous n'avons pas prises en compte, notamment la fatigue des matériaux ou la force des courants. En Atlantique, le Gulf Stream est un des plus puissants courants de surface dont la vitesse est au moins égale à 9 km/h et qui transporte jusqu'à 150 millions de mètres cubes par seconde. Pour qu'un tunnel de 5800 km de long résiste à une telle force, les moyens employés devraient être inimaginables mais surtout inaccessibles à notre époque. Merci beaucoup Francis de nous avoir consacré votre temps et votre travail. Les risques évoqués par Francis sont la principale source de la réticence des États à se lancer dans un tel projet. Afin de conclure notre étude, nous allons rencontrer Gustave Jodin et Rémi Dutrieux, l'un sociologue et l'autre économiste, qui ont analysé le sujet. En effet, pour se lancer dans un tel projet, il faut s'assurer de sa rentabilité et de son utilité. De nos jours, 60 millions de personnes traversent l'Atlantique chaque année. C'est un voyage qui prend la plus grosse partie de la journée. Le voyage en avion dure 7 heures pour allier Londres à New York et 12 heures pour faire un voyage Paris-San Francisco. Ces durées ne sont pas négligeables. De plus, on entend souvent dire que les gens sont de plus en plus pressés, ont un train de vie de plus en plus rapide. Et cela a été confirmé par les plus grands sociologues. À cause du développement des moyens de transport, des horaires de travail, les gens n'ont plus de temps à perdre dans les transports. C'est pourquoi il est inimaginable de nos jours de vivre en France et de travailler aux États-Unis. Les gens, dans ce cas, ont vite fait de déménager aux US. C'est cette réflexion qui m'a poussé à affirmer que si ce tunnel devait exister, son seul moyen d'être rentable serait que le trajet soit court, très court. De plus, il ne faut pas oublier que ce transport étant nouveau et non sans risque, les gens auraient peur et préféreraient prendre l'avion plutôt que de se risquer à un trajet peut-être sans retour. Car il faut souligner également qu'aujourd'hui, les esprits ont tendance à être méfiants et suspicieux. Les gens sont moins ouverts à la nouveauté qu'il y a quelques années. La conclusion que j'ai tirée est donc la suivante. Le train devrait permettre de faire le trajet en moins environ 3 heures. D'ailleurs, à ce sujet, une conférence aura lieu le 14 et 15 mars et sera centrée sur la question du train, de sa vitesse et donc de la rentabilité du projet. Vous êtes tous invités à cette conférence et pouvez réserver vos places sur le site avec le code promo transatlantique. Merci encore Gustave. Maintenant, je me tourne vers vous Rémi. Vous allez nous présenter votre avis sur ce tunnel de votre point de vue d'économiste. Le prix de ce projet, pour l'instant, est estimé à 175 milliards de dollars. Mais il ne serait pas étonnant qu'il dépasse le billion de dollars. Ce montant étant supérieur au produit national brut de plusieurs pays combinés. On aurait besoin des opérations combinées des gouvernements, des entreprises privées pour rentabiliser ce projet. Il faudrait vendre les billets à un prix très élevé, sur une longue période, ce qui compromettrait d'autant plus la vie du public sur le train. De plus, les dégâts potentiels seraient dévastateurs, et les sommes nécessaires au remboursement et réparation seraient gargantuesques. Une importante sécurité devrait être mise en place autour de tunnels. Mais le temps de construction étant estimé à plus de 3 siècles, les dépenses peuvent être réparties sur cette longue période, permettant de rendre possible le financement du projet. Merci à tous les deux pour votre aide. Je pense qu'il est temps de conclure cette émission. On se retrouve au studio. À tout de suite. Notre voyage s'achève et il est temps d'apporter la réponse à la question « Peut-on construire un tunnel transatlantique ?» Nous avons étudié le projet sous toutes les coutures, tous les angles, tous ses aspects, et grâce à l'aide de tous les experts qui nous ont accompagnés, nous pouvons dire non. On ne peut pas construire un tel tunnel, du moins de nos jours. En effet, peut-être n'avons-nous pas assez insisté sur la technologie que ce projet requiert
sur les moyens et les ressources dont il a besoin pour exister. Le prix et le temps nécessaires à sa construction sont beaucoup trop élevés pour que le projet soit rentable. Comme nous l'a expliqué Francis, les risques que le tunnel s'effondre sont trop importants pour que les États se lancent dans une telle entreprise. Mais malgré cela, les apports culturels, sociologiques et technologiques sont non négligeables. Et peut-être qu'un jour, le monde verra naître un tunnel transatlantique. Merci à tous d'avoir suivi cette excursion. On se retrouve le 14 et le 15 mars pour profiter de la conférence sur le train et n'hésitez pas d'ailleurs à profiter du code promo transatlantique sur le prix de votre billet. Toutes les informations sont sur notre site. On se donne rendez-vous le mois prochain pour étudier un nouveau projet déchu, l'ascenseur vers la Lune. Mesdames, messieurs, c'était Laurent Jonf pour vous servir. You